merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Pierre et Nelly sur le plateau de cette émission que vous aimez tant. Et nous sommes dans la dernière rubrique, bien sûr, c'est Kiff numérique avec le pasteur Kiff. Le pasteur? Bonjour Habib. Bonjour monsieur le pasteur. Je vais très bien. Ça va chez vous? Très bien. D'accord. Alors avec vous, c'est le tour du web. Exactement. Alors nous démarrons ce tour du web avec une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi dernier. La Société béninoise d'infrastructures numériques ne paiera pas de droits de tasse et d'entrée sur le matériel pour son projet d'extension de son réseau télécom à toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de la journée mondiale de la protection des données personnelles, l'autorité de protection des données à caractère personnel a organisé une émission grand public à l'université d'Abomey-Calavi. L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur les risques liés à une utilisation irresponsable des réseaux sociaux. Cette information nous est donnée par Afrique IT News. Hors de nos territoires, CEO Mag informe que la coupure d'Internet au Sénégal a occasionné des pertes qui seraient estimées à 3 milliards de francs CFA. Nous allons nous intéresser maintenant à d'autres sujets d'actualité. Selon Afrique IT News encore, Meta et Ingressive for Good annoncent le lancement d'un programme de bourse pour aider au moins 5000 jeunes dans 4 pays africains à prospérer dans leur carrière numérique. Après ChatGPT et DALL-E, OpenAI dévoile Sora, d'après une information du blog du modérateur. Il s'agit d'un générateur de vidéos capable de créer des scènes réalistes et créatives à partir d'instructions textuelles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain. À mardi prochain, chez Maurice. Mais avant mardi, on va faire la deuxième manche, n'est-ce pas? Ah oui, c'est important. Et donc, nous avons ramené le sujet de la semaine dernière. Qui portait sur la promotion des langues africaines à l'aide du numérique. Voilà, surtout que nous sommes dans la semaine des langues. Exactement, voilà. Ça cadre bien. Alors, on a sur le plateau aujourd'hui, on a M. Raoul Lechide qui représente Blolab ici, qui est un Fab Lab béninois. Bonjour M. Raoul. Bonjour Habib. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Lui, c'est Maurice, moi c'est Habib. Autant peut dire que autant pour moi. C'est normal, c'est le plateau de Habib quand même, c'est l'émission. C'est le plateau de Maurice. Désolé, bonjour Habib, bonjour Maurice. Voilà. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir merci, partagé. merci. Alors, on va continuer les échanges comme on avait commencé la dernière fois. Et donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui. La dernière fois, vous avez expliqué déjà qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab, quels sont les projets. Vous avez donné quelques exemples de projets de promotion des langues africaines qui sont menés au sein des Fab Labs. Et la question que je m'en vais vous poser aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les technologies numériques que vous utilisez pour pouvoir atteindre vos objectifs de promotion des langues africaines. Oui, merci Maurice pour ta question. Il faut dire qu'en termes de technologie, je dirais que Internet est le cœur de notre espace de travail. Notre vision ou notre mission, c'est la visibilité des langues africaines sur Internet avec l'association IDEMI Africa. Du coup, on utilise un peu, que ce soit les technologies web, que ce soit les médias sociaux, les sites web, les applications et tout ce qui peut permettre d'avoir nos langues, surtout de façon écrite, parce que nous on insiste sur cette partie, la partie écrite des langues. Tout ce qui peut nous permettre d'avoir l'écrit, et nous on va avec. Est-ce une façon de répondre à l'adage qu'on dit souvent que l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'on est trop basé sur l'oralité? Ça c'est un mythe qu'il faut qu'on arrive à... Encore que c'est faux. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un mythe dont il faut qu'on apprenne à se départir. On dit que l'Afrique n'est pas d'essence écrite tout et tout, mais il faut se rendre compte déjà qu'avant la colonisation et tout, l'Afrique écrivait. On ne va pas rentrer dans le coup d'histoire, tout et tout. Mais il faut juste se rendre compte que les gens ont peur, les gens se demandent si j'écris aujourd'hui en Fongbe, qui sont ceux qui vont lire. Exactement. Mais c'est oublier que tous les jours, quand vous allez à l'église, il y a toujours une partie qui est en fond. Il y a des maîtres qui se font dans nos langues. Oui. Et ce sont nos frères et sœurs qui lisent. Ils ont appris ça. Ceux-là doivent lire. C'est pour dire, en fait, il y a un public qui peut lire. Tout le monde peut innover. Tout le monde peut lire. Et même ici, tout aussi, et si on fait juste un petit test, que je mets une petite phrase là, même si vous bidouillez dedans, vous allez nous sortir un peu le contexte de ce que ça veut dire. C'est juste parce que les gens n'ont pas de quoi. Non, pas l'habitude. Il faut leur produire du contenu. Est-ce que vous avez produit du contenu en Fongbe, les gens ont refusé de lire?
Non, c'est juste qu'aujourd'hui... La question suivante est de savoir, est-ce que c'est seulement le fond? Non, quand je dis le fond... Est-ce que ça touche uniquement le fond ou bien il y a les langues africaines, internationales aussi qui sont prises en compte? De façon générale, au niveau du collectif IDEMI, c'est la promotion des langues, la visibilité des langues africaines sur Internet. Et nous, en fonction des pays ou des membres avec qui nous sommes, nous, on a ouvert la facilité de chacun vient avec sa langue. Au Bénin, nous, on est plus avec les langues du Bénin, qui est le Fongbe en priorité, le Dindi. On a commencé avec Ayamiokuno récemment, et toutes les langues qui vont venir avec. Par défaut, quand on fait nos activités, chacun vient avec sa langue. Donc, on n'impose pas de langue, on n'est pas limité en termes de langue. Est-ce que ta langue maternelle est dedans? Bien sûr, moi, je parle le biali. Le biali. Vous connaissez le biali? Je connais le matériel. Oui, je connais le matériel. Voilà, donc je parle correctement. Est-ce qu'il y a le pédale dedans? Mais c'est génial. Non, mais c'est génial que tu puisses le parler, mais est-ce que tu peux l'écrire? Oui, oui. Est-ce que tu peux le lire? Donc déjà, c'est génial, tu fais partie je viens d'avoir un emploi. Non, parce qu'il y a un petit aspect que les gens oublient. Aujourd'hui, on veut cloisonner des gens dans des thèmes d'alphabet, analphabet, tout et tout. Alors qu'il suffit simplement que tu changes la langue et tout ce que tu sais faire, tout le verbiage que tu as l'habitude de dire en français, on te dit désormais la langue du travail du Bénin, c'est le Fongbe. Tu deviens analphabète. C'est grave. Ouais. Mais comment est-ce que déjà tout ce que tu arrives à apprendre, comment est-ce que tu arrives à l'expliquer à tes parents? Du jour au Nelly Mitaï, par exemple, qui parle le français, voilà. Un bon français que j'avais bien écouté. Et tu deviens analphabète. Du coup, simple jeu, sur un simple décret. On n'en est pas encore là. Du coup, la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est de savoir, mais avec tous ces projets que vous venez d'évoquer, c'est sûr que vous devez vous rencontrez certainement des défis. Comment vous arrivez à surmonter les défis? Les défis, ça ne manque pas. Et d'abord, il y a des défis en termes de volonté, de volontaires humains. Genre, il y a des défis en termes de RH, ressources humaines. Parce que la plupart des spécialistes des langues, ceux qui s'y connaissent vraiment, sont occupés ailleurs. C'est normal, il faut qu'ils cherchent le pain. Donc, ils sont dans le pain quotidien. Ils sont dans des emplois très contraignants qui ne les rendent pas souvent disponibles pour participer souvent à nos activités. Et ceux qui le veulent n'ont pas encore cette technicité. Donc, on essaie de faire du jonglage pour permettre à ceux qui n'en ont pas la capacité d'avoir. Donc, ça, c'est premièrement en termes de difficulté. L'autre difficulté, c'est beaucoup plus en termes de soutien, d'appui et souvent financier. Et c'est dommage que l'idéal ne soit pas. On aimerait bien que ça soit l'État ou bien le gouvernement qui mette à disposition un fonds pour la promotion des langues, surtout le cas de chez nous, par exemple, mais ce cas n'existe pas. Et malheureusement, qui sont ceux qui vous apportent de l'aide pour pouvoir développer ces projets? C'est ça, je dis. Malheureusement, ça nous vient plus de l'extérieur. C'est comme la francophonie ou bien l'agence Orange, tout et tout. Déjà, c'est bien d'entendre que vous recevez de l'argent. Ouais. On reçoit de l'argent. Oui, j'ai bien ce moment où vous êtes perdu quand je parle. Parce qu'on est en train de faire le point. Non, bon, je vous raconte une petite anecdote. Par exemple, le 16 décembre passé, on a tenu une activité qu'on a appelée Nous langues le pouvoir, que l'université d'Alexandrie a répliqué récemment. Oui. Et pour pouvoir le faire, on avait un budget, on cherchait des fonds, mais il a fallu qu'on puisse trouver un appel d'offres de la Fondation Orange France, auquel on a postulé, qui nous a fait une dotation de 15 000 francs, qui nous a permis de tenir notre activité dans 5 pays simultanément. Si on n'avait pas eu ça, nous on avait déjà commencé. De toute façon, on aurait, mais ça n'aurait pas la portée qu'on le veuille. Et si on avait eu plus que ça, la portée serait encore meilleure. 15 000 francs 15 000, non, on est en euros, s'il te plaît. On est en euros. Alors, on était en euros. Si la technique est avec nous, je serais ravi qu'on puisse partager avec nos téléspectateurs un élément de ce qui s'est passé effectivement à l'université de Senghor, cette actualité-là. Rôle des Fab Labs africains dans la promotion des langues africaines à l'ère du numérique. Telle est la thématique qui nous réunit ici aujourd'hui. Cette thématique a été pensée parce que il est d'une évidence capitale aujourd'hui que l'un des facteurs de la fracture numérique en Afrique est la barrière linguistique. Il est donc temps de façonner un avenir numérique où nos langues africaines rayonnent au-delà de notre continent. Pour ce panel qui porte sur le rôle des Fab Labs dans la promotion des langues africaines à l'ère du numérique, nous recevons 4 personnalités, notamment Madame Noah Sultan, à ma gauche, qui est au sein de l'université Senghor Alexandrie, responsable du Fab Lab
et de l'enseignement de l'arabe. À ma droite, nous recevons M. Ribio Nzeza, le directeur du département culture de l'Université Senghor, que j'ai le plaisir de recevoir ici. Donc, je vais de ce pas ouvrir le bal des questions en me tournant à ma droite vers le directeur du département culture. Et j'ai envie de savoir, monsieur le directeur, pensez-vous vraiment que le numérique puisse être un facteur de promotion des langues africaines, vous qui êtes un spécialiste de la culture? Donc, c'est vraiment une opportunité et aujourd'hui, ce que le numérique offre permet de réaliser certains exploits ou certaines activités à des coûts beaucoup moins importants. Donc, les Fab Labs comme une opportunité, une dynamique, et j'ai avec moi à ma gauche Madame Noah Sultan qui est en charge du Fab Lab à l'Université Senghor. Et moi, je voulais savoir, l'Université Senghor, c'est pas une université technologique au sens strict du terme, mais pourquoi l'existence du Fab Lab à l'Université Senghor? Quelle est la pertinence ou bien alors le but du Fab Lab à l'Université Senghor? En fait, on vient d'installer un Fab Lab au sein de l'université. C'était vraiment l'idée du monsieur le recteur, monsieur Thierry Verdel, de créer un espace qui peut aider et même encourager les auditeurs et les auditrices de l'université à créer. Donc, c'est l'idée vraiment derrière le Fab Lab. Et comme monsieur vient de dire, que sans le numérique, on peut rien faire. Donc, voilà, c'est l'idée, c'est d'encourager les gens à créer, à fabriquer, à innover. Et je vois que aussi notre Fab Lab joue un rôle éducatif. Pas seulement un rôle d'encouragement, de fabriquer, d'avoir de nouvelles idées, mais aussi un rôle éducatif. Par exemple, on a déjà lancé une formation ici au début du mois de janvier sur deux demi-journées sur comment utiliser l'équipement du Fab Lab. On avait l'imprimante 3D, la découpeuse laser. Donc, l'usager du Fab Lab, il n'est pas obligé d'avoir une compétence numérique pour qu'il puisse utiliser un Fab Lab. Donc, n'importe qui, il peut l'utiliser, il peut suivre cette formation. Il peut, après ça, fabriquer des trucs dont il ne pourra pas le faire sans ce Fab Lab. C'est un espace de tiers-lieu pour échanger l'expérience, pour encourager les gens à fabriquer des trucs, à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe autour de lui dans le monde numérique. Donc, vraiment, on peut considérer le Fab Lab un des piliers du numérique dans des universités. On le trouve aujourd'hui dans des écoles. Donc, ce n'est pas vraiment dans une université qui a vocation technologique qu'on doit avoir un Fab Lab. Au contraire, n'importe qui il peut avoir un espace pour travailler sur des projets numériques. J'ai envie de savoir à partir de quel moment vous pensez que le Fab Lab, ou bien alors on peut exploiter le Fab Lab pour faire la promotion de nos langues africaines. À partir de quel moment vous pensez? Donc, comme monsieur vient de dire, on peut, pour le Fab Lab, on peut avoir peut-être fabriqué des claviers avec les langues africaines. Donc, c'est une bonne idée déjà. On peut créer un club de traduction. On peut avoir recours à des professeurs en traduction, des traducteurs qui sont vraiment professionnels. On a déjà plein ici à Alexandrie, à travers l'Université d'Alexandrie, département de littérature française. On a de bons traducteurs, donc pourquoi pas, on peut lancer une formation avec ces traducteurs-là et avec tout ce qui s'intéresse aux langues africaines et on peut travailler ensemble sur ce projet-là. On a déjà un partenariat, convention de partenariat entre l'Université Senghor et l'Université d'Alexandrie. Et on peut travailler et animer ce club de traduction. Il y a aussi la création des applications sur les téléphones portables. Peut-être on peut faire un WhatsApp avec une des langues africaines, pourquoi pas. Et donc, il y a plein d'opportunités vraiment à voir dans ce domaine-là. Le fait de numériser les langues, cela ne permet pas au fait à ces langues-là de ne pas au fait intérioriser ou mettre à jour les évolutions qu'elles peuvent connaître
cette langue-là. Après, pour la traduction des thèmes numériques en fond, est-ce que ça passe aux côtés des locuteurs ou des usagers? Et je dis ça parce que parfois, quand on n'a pas de spécialistes faisant la traduction des terminologies, parfois on peut avoir des terminologies ou des néologismes, mais ça ne passe pas parce que les locuteurs n'utilisent pas ça. Est-ce qu'il y a vraiment une acceptation ou une acquisition de traduction déjà faite en langophone? Merci. À la fin de ce panel, nous aurons 2 workshops. Le premier workshop, ce sera en fait un regroupement par communauté linguistique pour essayer de référencer, d'identifier des mots du lexique numérique dans un premier temps, et dans un second temps, ces différents mots référencés seront traduits dans nos différentes langues africaines. Et ces différents travaux-là, ces résultats seront envoyés à l'équipe de Raoul pour validation. Merci beaucoup, oui, voilà, la technique, pour cet élément. Je trouve que c'est une vidéo ciblée, n'est-ce pas? Un élément ciblé, n'est-ce pas? Exactement. D'accord, j'ai compris. En tout cas, j'ai une dernière question pour vous, avant de vous laisser partir sur le contrôle de Maurice. Comment mesurer l'impact réel de ces initiatives numériques sur l'usage des langues locales? Et les premiers impacts à toucher du doigt, c'est l'acceptation par le public auquel on s'adonne. C'est la manière dont les gens s'intéressent à votre activité qui montre un peu l'engouement. Et depuis 2018 que le collectif existe, on constate de plus en plus de personnes qui sont intéressées à toutes nos activités. Et déjà, toutes les fois que nous on organise des activités, c'est cet engouement qui nous permet de savoir si. Et ça le fait. Il y a de temps en temps, on organise aussi des statistiques et on sent que tout le monde est unanime sur l'impérieuse nécessité ou urgence de pouvoir développer ou de faire cette visibilité. Mais quoi faire, qui fait quoi, tout et tout, ça c'est dans une autre. Alors une dernière question pour la route. Vraiment la dernière. La dernière question. Quelle place les langues africaines devraient-elles occuper dans notre éducation? Mot de fin. C'est votre mot de fin. Vous faites suite également à la chronique qui vient de passer. C'est une question récurrente et la réponse sera toujours la même. C'est une place primordiale. Et les langues doivent être plutôt le premier support de l'éducation. La transmission des valeurs se fait le mieux dans la langue que comprend la langue de l'utilisateur et non la langue qu'elle a apprise. Donc, si on veut faire passer un bon message, il faudrait que ça se passe dans la langue de la personne. Et la Covid nous l'a montré. Pour que le message puisse passer, tous les dispositifs, les informations ont été traduites dans plus de 15 langues au Bénin ici. Et ça s'est passé dans toute l'Afrique. Ça montre que quand l'État ou il y a de la volonté politique, on veut faire comprendre une information, on sait ce qu'il faut la traduire dans les langues. Alors ce sera tout, ce sera tout. La volonté pour pouvoir traduire, pour pouvoir permettre aux populations d'approprier les langues pour pouvoir diffuser l'information. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup. Promotion des langues nationales à l'aide numérique, contribution des Fab Lab avec Raoul Etidé. Merci beaucoup. Le Blo Lab. Voilà. Nous sommes à la fin. Merci à Pierre, merci à Nelly, merci à Nestor, merci à Jean-Louis et à toute l'équipe de la technique. Merci à l'équipe de Jeunesse Dorée. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.